Comme l'usage veut que je me présente avant de commencer cette leçon, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis helléniste de formation et professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, autrefois titulaire des enseignements d'auteur et de littérature grecque, ainsi que de l'histoire de l'humanisme. Quant à mes recherches, elles ont porté principalement sur la survie des auteurs grecs, d'abord à la Renaissance, puis dans un second temps, à partir de la Renaissance jusqu'à nos jours. Enfin, je me suis constamment souciée de montrer à mes étudiants et étudiantes en quoi l'étude de l'Antiquité gréco-romaine pouvait les enrichir dans la compréhension du monde qui était le leur. Vous comprenez dès lors aisément pourquoi le rejet des études classiques par la cancel culture ne manquerait pas de m'interpeller par sa soudaineté et sa radicalité. Car jusqu'il y a peu, ceux-là même qui jugeaient l'héritage antique dépassé dans un environnement en pleine mutation, le considéraient néanmoins avec déférence. Or, depuis les années 2015, nous assistons à un basculement inédit aux États-Unis. Des voix s'y sont élevées, et pas n'importe lesquelles, pour procéder à sa transformation radicale et même à son élimination à cause de considérations morales. On voit des professeurs d'université et certains de leurs élèves vilipender l'enseignement de l'Antiquité gréco-romaine qu'ils jugent indigne d'être promu, en raison notamment de son esclavagisme et de sa misogynie, indigne et néfaste aussi du fait de son influence persistante sur la culture occidentale. D'autres voix en Europe, cette fois, se sont ralliées à cette approche, ce qui a entraîné des débats houleux et dans de nombreux cas agressifs. Face à cette situation nouvelle, et conformément à mon parcours académique et universitaire, j'ai voulu comprendre les ressorts de cette hostilité à l'égard de la culture antique et défendre celle-ci de façon nuancée et sereine. C'est donc dans cette perspective que je m'inscris pour cette leçon aujourd'hui. Je commencerai cet exposé par retracer le cheminement qui, aux États-Unis, a mené de l'admiration largement répandue à l'égard des anciens à un rejet radical dans des cercles de plus en plus nombreux à cause de leur pouvoir, je mets une seule fois entre guillemets, toxique. En second lieu, ne prétendant pas couvrir l'ensemble de l'héritage gréco-romain, tâche totalement hors de propos pour un seul auteur ou même pour plusieurs regroupés, je me contenterai d'analyser un sujet tout aussi litigieux que ceux de l'esclavagisme et de la misogynie antique, toujours entre guillemets, à savoir l'ethnocentrisme grec. Les recherches que j'ai entreprises pour les deux parties de cet exposé m'ont entraîné beaucoup plus loin que prévu, en l'occurrence dans la rédaction d'un livre. Je me limiterai donc ici à en exposer les grandes lignes. Là, vous avez sous les yeux donc le plan général, et j'aborde donc la première partie concernant, disons, les autorités antiques et le débat sur le statut des Afro-Américains au fil du temps. Alors, notons d'emblée, aujourd'hui, que le rejet radical des études classiques auxquelles on assiste est récent, à l'inverse du respect dont elles étaient l'objet depuis l'indépendance des États-Unis et dont témoignent notamment les nombreux édifices publics et privés inspirés par l'architecture gréco-romaine. Ce revirement est à l'évidence idéologique. Il s'inscrit dans un bouleversement survenu dans les années 1960 où l'American Way of Life, conforme aux aspirations de la majorité anglo-saxonne, est mise en cause par des étudiants, entraînés dans la guerre du Vietnam et révoltés par la ségrégation persistante des minorités hispaniques, amérindiennes et afro-américaines. En réaction, ces minorités, avec leurs défenseurs, promeuvent le multiculturalisme et entendent mettre en valeur leurs propres racines. Ainsi, les Afro-Américains les plus radicaux veulent rompre toute attache avec la culture anglo-saxonne, et donc avec l'Antiquité, et sont encouragés en cela par des mouvements militants, tels l'Association afro-américaine musulmane, à renouer plutôt avec l'islam
implantés en Afrique bien avant les explorations portugaises des XVe et XVIe siècles. Islam qui leur semble par conséquent appartenir davantage à leur histoire. Peu à peu, les universités assimilent cette nouvelle donne et décident d'accorder dans leurs enseignements et leurs recherches une place importante à la diversité culturelle et aux diversités sexuelles, qui s'estiment également discriminées. D'où le malaise éprouvé par certains étudiants des départements de littérature qui se sentent blessés par la manière dont les anciens abordaient les sujets devenus brûlants de la minorisation des femmes et des Noirs. Je vous conseille de lire un livre de Philip Roth, La Tâche, qui éclaire tout à fait ce climat dans les universités américaines de la fin du XXe siècle. Mais l'amadou qui a mis le feu aux poudres est incontestablement la campagne électorale et les mandats présidentiels du Donald Trump. Car une partie des partisans réels ou supposés de celui-ci reprennent pour le projet l'unité de tous les peuples de race blanche sous la houlette des États-Unis, lesquels ont à leurs yeux une vocation impériale analogue à celle des Romains à partir du Principat. Aussi multiplient-ils les références à l'Antiquité dans leurs combats politiques. Et bien entendu, cela ne fait pas dans la nuance. Ainsi, des mouvements nationalistes blancs, appartenant à ce qu'on appelle la mouvance de l'alt-right, portent volontiers des casques grecs, vous voyez ça en haut à droite, tels qu'ils figurent dans le péplum hollywoodien, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits, 300, la bataille des Thermopyles, qui est sorti en salle aux États-Unis le 9 décembre 2006, et qui est présenté au Festival de Berlin le 14 février 2007. Et donc, vous avez aussi le panneau de l'annonce. Or, ce film comporte manifestement des relents racistes, car les Perses y sont présentés comme une horde décadente. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est historiquement faux, face aux 300 Spartiates, beaux et musclés, symbolisant le monde libre, défenseur de la démocratie. De même, et ce sont les deux photos du bas de la diapositive, la publicité de ces mouvements utilise régulièrement des reproductions de statues grecques telles que l'Apollon du Belvédère pour afficher de manière à peine subliminale un modèle de, entre guillemets, blanchité. Ce type de référence aux valeurs gréco-romaines suscite l'indignation de spécialistes du domaine dans les milieux universitaires, impliqués à un titre ou à un autre dans les combats pour la reconnaissance des droits des minorités. Parmi ceux-ci figurent en bonne place Donna Zuckerberg et Dan Elpadia Peralta. Ce qui est intéressant, c'est que tous deux sont philologues classiques, titulaires d'un doctorat d'université prestigieuse. Zuckerberg, c'est Princeton, Dan Elpadia, c'est Stanford. Donna Zuckerberg, issue d'un milieu particulièrement socialement privilégié, c'est la sœur de Mark Zuckerberg, assume à titre personnel la rédaction de livres et d'articles, ainsi que la publication d'auteurs, académiques ou non, pour défendre la cause féministe. Et vous voyez derrière la photo, la représente avec toutes sortes d'ouvrages de littérature grecque, dont Échille, ce qui m'enchante, même si ce n'est peut-être pas pour défendre nécessairement une cause extrême. Le second, donc Dan Elpadia Peralta, est à l'origine un immigrant dominicain qui s'élève dans l'élite intellectuelle grâce à l'appui d'un bienfaiteur, ce qui lui permet, au terme d'études universitaires impeccables, d'être titulaire de la chaire d'histoire romaine à Princeton. Par ailleurs, son parcours personnel le porte aussi à promouvoir la cause des migrants, maltraités selon lui par le système. Dans le contexte particulier qui vient d'être évoqué, tous deux reprochent avec véhémence à l'enseignement des études classiques tel qu'il est pratiqué aux États-Unis de véhiculer et de renforcer l'appropriation de l'Antiquité par des associations d'Américains identitaires et majoritairement d'extrême droite pour conforter leurs intérêts et assurer leur suprématie dans l'État. Ils veulent dès lors le changer en profondeur ou, si cela est impossible, l'éliminer. Je n'entrerai pas plus avant dans cette partie-là de mon exposé, mais je peux vous dire que j'ai énormément de documents à l'appui de ce que je vous ai expliqué. J'en viens à ce qui s'est au passé, donc du 18e au 20e siècle, et d'emblée, il convient de rappeler un fait essentiel dont les minorités agissantes d'aujourd'hui ne parlent guère,
c'est que les débats sur l'esclavage au XVIIIe et XIXe siècle aux États-Unis, en tant que colonie britannique d'abord, puis pays indépendant, ont abondamment invoqué l'autorité des anciens, qu'il s'agisse du maintien de l'esclavage ou de son abolition. Déjà au XVIIe siècle, des précurseurs Quakers ont milité en faveur de la suppression de l'esclavage et obtenu des résultats au plan local. Et ces premiers affranchissements bénéficient de la sympathie des Lumières européennes, comme l'abbé Raynal, Diderot, Voltaire et beaucoup d'autres, dont se réclament d'ailleurs les pères fondateurs des États-Unis. Ceux-ci s'inscrivent dans leur lignée en illustrant leurs idéaux laïques de liberté, d'égalité, de dignité, par des exemples empruntés à l'Antiquité plutôt qu'à la tradition biblique. On demeure cependant loin d'un mouvement global porté par les responsables politiques, tant est grande la disparité entre les différentes ex-colonies d'Amérique en ce qui concerne le besoin d'esclaves pour l'économie. Cette disparité est source au contraire d'incessantes controverses houleuses et radicales qui furent une des causes principales de la guerre de sécession. Dans cette joute opposant esclavagistes et anti-esclavagistes, les références aux anciens ont fourni des arguments aux deux parties. Alors je note d'abord que l'acquisition de la culture gréco-romaine a été en soi l'enjeu d'une joute. Dans les milieux anti-abolitionnistes, on a en effet tendance à croire qu'elle est impossible pour les Noirs. Donc c'est évidemment pas du tout ma conviction. Coupés de tout lien avec leur pays d'origine, dépossédés de culture propre, sans pouvoir être intégrés dans celle de leur maître, demeurant la plupart du temps analphabètes faute de recevoir un enseignement, ils ne pèsent que par leur travail physique et se voient ainsi dénier une humanité complète. Je vous donne un exemple qui est particulièrement évocateur et qui est célèbre parce qu'il a été, largement diffusé. C'est fourni par l'attitude de l'homme politique de Caroline du Sud, John Calhoun, qui a vécu de 1782 à 1850, lors d'une discussion informelle avec deux juristes de Boston. Malheureusement, informel ne voulait pas dire intime, et donc autrement dit, ça s'est su. John Calhoun affirme qu'il croira à l'humanité des Noirs le jour où il en rencontrera un qui connaît la syntaxe grecque. Évidemment, vous comprenez après ça que ça laisse des traces puisque ça a été connu. De leur côté, et c'est là que ça devient intéressant, les abolitionnistes s'efforcent de pousser les Noirs, esclaves ou non, à profiter des avantages de la culture classique pour devenir des interlocuteurs valables. Et alors certains de ces abolitionnistes réclament et mettent éventuellement eux-mêmes en place dès 1787, des réseaux d'écoles afro-américaines. Et à partir de 1830, des abolitionnistes obtiennent la création de grandes écoles d'études classiques à New York, à Philadelphie et à Baltimore. Et on voit même des bienfaiteurs d'origine afro-américaine financer des groupes d'études pour apprendre le grec et le latin. L'enseignement de l'art oratoire à travers Démosthène en grec, Cicéron chez les latins, il est encouragé dans le but affiché de donner accès à une place élevée dans la société. Donc c'est un ascenseur, c'est considéré comme un ascenseur social. Alors on observe ensuite que dans un tel contexte, l'autorité et le prestige de la culture antique ne manqueront pas d'offrir aux deux camps des arguments et des contre-arguments aptes à promouvoir leur cause. Alors là, ils sont trop nombreux, et évidemment, j'en ai pas dressé une liste exhaustive, mais donc trop nombreux pour être envisagés ici, et donc je vais me contenter de deux exemples. Alors le premier, vous connaissez peut-être, si vous avez eu autrefois une formation classique ou une culture générale qui l'intégrait, la locution latine « delenda est Carthago », il faut détruire Carthage, attribuée à Caton l'Ancien, en 149 avant Jésus-Christ, qui prône l'anéantissement de la cité rivale de Rome. Eh bien, cette locution devient « delenda est abolitio » dans un camp, « delenda est servituto » dans un autre. Si la servitude ne peut être évitée, la mort est préférable pour ceux qui veulent à tout prix être ou rester libres. D'où l'exaltation d'un second Caton, Caton d'Utique, affirmant qu'il valait mieux mourir que vivre soumis,
et qui en tirera les conclusions après sa défaite contre les troupes de Jules César. Cette admiration poussa John Quincy Adams, avocat du meneur des esclaves révolté du navire négrier la Amistad, on a donné un nom enfin, qui était un peu adapté de Joseph Cinque. Cet avocat a été amené à comparer celui-ci à l'illustre romain à Caton d'Utique. Et le peintre blanc abolitionniste Nathaniel Jocelyn à en faire un portrait en toge, objet d'enthousiasme pour les partisans des révoltés et de scandale pour leurs adversaires. Et alors ce qui est intéressant et qui m'a évidemment séduit, c'est que vous voyez que Stephen Silberg a repris, disons, le message qui était sous-jacent dans le tableau de Jocelyn dans son film L'Amistad. Alors de même, la question de l'ilotisme, je le précise tout de suite, est abordée de façon contradictoire par les deux camps. Alors, je précise que les ilotes, ça s'écrit H-I-L-O-T-E-S, sont une population autochtone asservie par Sparte et qui est chargée par l'État de cultiver les parcelles de terre confiées aux citoyens, tout en étant autorisés à disposer d'une partie des fruits de la récolte. S'ils diffèrent par ce statut des esclaves considérés comme des marchandises, s'ils peuvent également contracter une union entre eux et fonder une famille durable, les ilotes n'en subissent pas moins de mauvais traitements, conçus comme des rites et organisés une fois l'an. Flagellation pour rappeler leurs conditions d'asservis, guerre symbolique autorisant à titre d'initiation le meurtre d'ilotes par les jeunes gens. Cette situation des ilotes fournit aux anti-abolitionnistes un contre-modèle à l'esclavage qu'ils pratiquent, parce qu'ils le considèrent que plus humain que le statut des ilotes. En revanche, bien sûr, les défenseurs de l'affranchissement général s'appuient sur les traitements cruels infligés aux ilotes pour faire comprendre à des gens non informés mais cultivés l'abomination de l'esclavage. Alors là, je vous dirais que ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que cette exploitation contradictoire du rapprochement entre les esclaves noirs et les ilotes est révélatrice sur le plan méthodologique, parce qu'elle montre les limites de la comparaison face à les démarches historiques. La comparaison rapproche des éléments distincts sur base d'un élément commun, et on n'envisage pas le reste, tandis que l'histoire va formuler ses jugements en prenant en compte tous les aspects, et en particulier le contexte. Conclusion de cela, ou un bref, c'est que finalement, on peut au moins tirer de ce bref parcours une conclusion indiscutable. L'héritage antique a joué dès le début de l'histoire des États-Unis indépendants un rôle fondamental dans la définition de leur identité en fonction de l'influence des pères fondateurs. Mais cette identité, hélas, ne s'étendait pas aux premiers occupants indiens, malgré les tentatives de certains hommes politiques et d'intellectuels, et encore moins aux esclaves noirs. Néanmoins, en raison de son importance sur le plan idéologique, et je viens de l'esquisser, l'Antiquité gréco-romaine a fourni des références tant aux partisans de l'esclavage qu'à leurs adversaires. Les, disons, mécontents d'aujourd'hui ne peuvent donc lui reprocher d'avoir servi uniquement les prétentions d'un pouvoir blanc. Alors j'aborde maintenant la seconde partie de mon exposé que j'ai intitulé « Les Grecs face à l'altérité » et qui va se diviser en deux sous-parties, si je peux m'exprimer ainsi. D'une part, je vais m'occuper de comment les Grecs se représentaient eux-mêmes et les non-Grecs, et puis d'autre part, un critère important qui est comment mesurer l'évolution respective des Grecs, des peuples, selon les Grecs, bien entendu. Alors, je précise, avant d'aborder, d'entrer dans le vif du sujet, que bien entendu, je vais essayer de tenir à distance et les idéologies d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Et d'autre part, je voudrais préciser aussi que les anciens ne nous ont pas transmis de traités ethnologiques en bonne et due forme, pas plus que de vastes théories argumentées sur l'autre ou l'altérité. On dispose, pour traiter de ce sujet, de textes épars, plus ou moins étoffés. Il y a quand même des œuvres qui consacrent des paragraphes importants, mais dans des genres variés. Histoire, géographie, discours,
ouvrages philosophiques dont il faut prendre en compte de nouveau les contextes généraux et particuliers dans lesquels ils ont été produits. Et par ailleurs, et enfin, il faut bien se rendre compte que ces textes ne reflètent pas les opinions de l'ensemble de la société grecque, mais plutôt celles d'une élite lettrée, dont les débats ne sont pas nécessairement, je ne dis pas jamais, mais pas nécessairement nourris par l'observation de la vie menée par l'ensemble des populations présentes sur le sol de l'Ellade. Et on peut songer ainsi aux citoyens obligés de vivre de leur travail, qu'il faut payer pour qu'ils puissent venir faire leur fonction de citoyens à l'Assemblée, aux assemblées. Il y a aussi les Grecs qui, tout en habitant dans les cités, n'en sont pas citoyens. Il y a les étrangers qui y sont installés et qui y séjournent plus ou moins longtemps. Donc, le point de vue de ceux-là, on ne les connaît mal. Je ne dis pas du tout, mais mal. Par contre, ils nous renseignent sur les représentations ou les images qui ont cours. Donc, les images que les Grecs se font d'eux et des autres, certaines de ces représentations sont plus ou moins proches de la réalité et d'autres sont fondamentalement idéologiques. Mais donc, ils permettent de comprendre le fonctionnement de l'ethnocentrisme et d'en mesurer l'importance. Et c'est pour cela que j'ai pensé à faire ce cours, parce que je me disais justement qu'il était important justement de revoir la question de l'ethnocentrisme grec avant de le confronter aux reproches qu'on lui fait aujourd'hui. Alors, je passe au premier point, et donc c'est les barbares et l'ethnocentrisme grec. Et vous avez devant vous un graphique qui vous représente les deux conceptions, disons, de la répartition des humains selon les Grecs. Vous avez une conception binaire, moi et les autres, grecs et barbares, ou bien vous avez une conception des cercles concentriques, les Grecs au centre, les barbares, et puis les barbares les plus différents, les plus ou moins différents, et les barbares tout à fait différents. Alors, maintenant, je resitue ceci dans l'histoire. Donc, l'existence de cet ethnocentrisme n'est pas surprenante et elle s'est manifestée très tôt dans cette conception binaire. Je pourrais vous rappeler d'abord que donc, les Grecs ont bien distingué eux et le reste des humains qu'ils ont qualifié du terme barbare. Et vous avez un aphorisme. En grec, c'est pas me ellen barbaros, ce qui veut dire est barbare tout non grec. Est-il besoin aussi de rappeler que la première distinction opérée entre les deux a été d'ordre linguistique, et ce, dès l'Iliade, la langue des barbares semblant formée d'onomatopées et apparaissant de ce fait inarticulée et peu compréhensible. Barbare, ça veut dire barbaring, c'est la même racine, donc inarticulé. Et on a des comparaisons qui expliquent comment les Grecs perçoivent ces langues barbares, parce qu'il y en a en fait plus d'une. Ils les comparent soit au pépillement des hirondelles, ou de l'éclatement, je pense que la comparaison est encore meilleure, pour exprimer l'idée, l'éclatement des bulles à la surface d'eau bouillante. Ça va, voilà. Alors, ce qui est au-delà, disons, de cette description, il y a quand même quelque chose de sous-jacent, je ne vais pas dire nécessairement conscient au départ, mais qui est important, c'est que donc cette langue inarticulée, peu compréhensible, ça c'est les Grecs qui le disent, s'oppose à la langue grecque elle-même, qui a mis au point, dont l'évolution lui a permis de mettre au point une prose maniant avec aisance des concepts. Nous sommes donc à l'opposite. D'autre part, Hérodote, qui est voyageur en même temps qu'historien, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, montre à suffisance dans son enquête que l'identité prêtée aux barbares a régulièrement servi de miroir inversé à celle du grec. C'est pourquoi toute qualification de l'un est apparue antithétique de l'autre sans que des nuances puissent être envisagées. Donc, on est grec ou on est barbare, et quand on est grec, on n'a rien de barbare. Mais ceci est une définition, je vais revenir évidemment dans les faits, il y a quand même plus de nuances. Alors, en plus, Hérodote sait que les Grecs ne sont pas les seuls à être ethnocentristes, grâce à sa connaissance du comportement d'autres peuples, tels, il souligne l'exemple, les Égyptiens, qualifiant de barbares ceux qui ne parlent pas leur langue. Donc les voilà justifiés par une civilisation qui est à côté d'eux et qu'ils respectent. On observe encore que l'antinomie, donc grec barbare, est tantôt neutre, voilà,
Il y a les Grecs et les barbares, tout qui n'est pas grec est barbare, donc sont les autres, mais tantôt cette antinomie est biaisée en raison des filtres utilisés qui sont souvent défavorables à ces derniers. Alors là, je ne vais pas pouvoir entrer de nouveau dans les justifications de ces secondes attitudes, parce que je peux vous dire qu'il y a une abondance d'affirmations dépréciatives à propos des barbares. Alors, ne pouvant multiplier les exemples dans les limites de ce cours, je me contenterai de citer une formule lapidaire, attribuée tantôt à Thalès de Milet, tantôt à Socrate, qui illustre à merveille ce mépris qui englobe aussi d'autres vivants. Alors, on peut la prendre avec humour, peut-être que d'autres pouvaient, au contraire, ne trouver cela pas drôle du tout. Donc, soit Thalès, soit Socrate remerciaient, dit-il, le hasard pour 3 raisons. La première de l'avoir fait humain, anthropos, plutôt que bête sauvage, therion. La seconde de l'avoir fait homme plutôt que femme. Et la troisième, c'est de l'avoir fait grec plutôt que barbare. Et alors, je vous ai mis le terme grec, d'abord parce que ça va être dans le livre, mais aussi parce que vous voyez la distinction qu'on a tout à fait oubliée, notamment dans les changements introduits dans le français, pour ne parler que de lui, c'est qu'au fond, le français a confondu dans un même vocable anthropos et aner, c'est-à-dire l'humain en général, hommes et femmes compris, et homme plutôt que opposé à femme. Et la troisième, donc, grec plutôt que barbare. Donc, autour de la discussion aujourd'hui de la féminisation de toutes sortes de règles de grammaire, le point de départ n'est pas un ostracisme disons, en faveur de tous les hommes, mais on distingue, il n'y a pas de neutre, et donc l'humain est masculin. Alors, je reviens rapidement, je vous rappelle donc les cercles concentriques. Et donc vous avez cette représentation, vous comprenez tout de suite, elle est plus subtile que la première. Là, qui n'est pas avec moi et contre moi. Ici, nous avons donc au centre l'orbe hellénique, et avec, si on veut vraiment alors pointer le centre du centre, on dira que c'est l'obélique de Delphes. Et puis après ça, vous devez en cercle concentrique, plus on s'éloigne du centre, plus on est différent des Grecs. Et à la ligne ultime, lorsqu'on on atteint les limites de la Terre, alors nous avons des barbares qui sont les inverses des Grecs. Alors maintenant, je pense que vous avez mémorisé, et je vais venir à la conception des cercles concentriques chez les Grecs. Et alors, si vous voulez, le premier texte qui, disons, explique un peu cette vision est de nouveau emprunté à Hérodote, parce que Hérodote, avant de parler des guerres médiques, s'est intéressé aux peuples étrangers qui étaient en contact ou qui étaient dominés par les Perses. Alors voici ce qu'il dit de sa terre habitée, qu'il n'accepte pas comme un cercle, mais enfin qui quand même conserve cette représentation. Le sort, dirait-on, a réservé ses dons les plus beaux aux confins du monde habité. Mes enfants, aux petits-enfants riraient parce que j'emploie le terme escatiae, dont ils ont été abondamment abreuvés au cours de conversations familiales. S'il a donné à la Grèce le climat qui est peut-être de beaucoup le plus tempéré. Et puis un peu plus loin, en tout cas, ces régions extrêmes qui enserrent entre elles le reste du monde semblent bien posséder seules tout ce qu'il y a de plus beau et de plus rare à nos yeux. Et comme Hérodote va expliquer entre les deux phrases du texte, quels sont un peu les peuples qui vivent aux extrémités de la Terre, il va nommer, mais ce n'est pas une liste exhaustive, l'Inde au Levant, donc à l'Est, l'Arabie au Midi, au Sud, l'Éthiopie au Midi déclinant, c'est-à-dire le Sud-Ouest, et il avoue en revanche, l'Étonète, son ignorance à l'égard des confins du couchant et du Nord-Ouest. Alors, ce double constat d'Hérodote est corroboré par d'autres affirmations globalisantes formulées par des voyageurs et des géographes, en particulier à partir de l'époque hellénistique. Parce que, bien entendu, il y a l'expédition d'Alexandre qui ouvre les horizons, et après ça, l'intégration de la Grèce dans l'orbe romain va aussi contribuer encore davantage à élargir les horizons. Alors, ces affirmations globalisantes sont fondées, elles aussi, sur des données climatiques et environnementales.
Et ils intègrent non seulement d'autres contrées dans la périphérie, mais également des descriptions du physique et des mœurs de leurs habitants qu'ils mettent en relation avec le milieu dans lequel ils vivent. Alors, Hérodote, et je n'ai pas commenté cela tout à fait, Hérodote s'est surtout intéressé à l'aspect matériel de la confrontation confins-centre. Et donc, il a attribué un climat bien tempéré au centre, c'est la Grèce, et des climats extrêmes ailleurs. Mais par contre, il dit que la Grèce est un peu dépourvue de ce qui est plus beau et plus rare à nos yeux. Et quand il évoque l'Inde et les autres pays que je vous ai mentionnés, il évoque surtout les richesses, soit de la fertilité de la terre particulière et la richesse du sous-sol, donc les richesses métallurgiques. Or, bien sûr argent, mais argent c'est plus banal, pierres précieuses et encore des tas d'autres richesses du même genre. Alors, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que dans le texte que je vais vous lire et que vous avez sous les yeux, et qui est le fruit d'une tradition, je l'ai pris parce qu'il est synthétique, mais donc il y a Galien ayant vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est évidemment assez loin d'Hérodote, mais il y a beaucoup de textes intermédiaires, mais ils sont plus épars, et donc pour la facilité de l'exposer, j'ai pris un texte qui condensait la conviction. Et donc c'est Galien qui nous dit « Qui ne voit en effet que le corps et l'âme de tous les hommes qui vivent sous les ours sont complètement différents de l'âme et du corps des hommes qui vivent près de la zone torride. » C'est logique et c'est vérifiable par la réalité. Et qui ne voit aussi que les habitants des contrées médianes, c'est-à-dire celles de la zone tempérée, sont plus favorisés pour le corps, pour les mœurs de l'âme, pour la compréhension, pour la sagesse, que les habitants des deux régions extrêmes. Là, je laisse un peu, disons, les gens être interpellés par cela. Mais donc, voilà un peu, si vous voulez, l'évolution à travers les cercles concentriques, donc à travers la position, disons, sur la Terre, et aussi l'environnement et bien sûr le climat. Alors, il convient aussi de signaler, et ça rassure un peu les Grecs, c'est que cette représentation des cercles concentriques existe également chez les Perses, encore toujours Hérodote. Alors, la première observation leur attribue une vision des peuples lointains et de la périphérie qui est de plus en plus négative en fonction de leur éloignement du centre. Donc là où les Grecs sont assez nuancés, les Perses y vont, d'après Hérodote, de façon très directe. Donc parmi les autres peuples, les Perses estiment d'abord, après eux-mêmes toutefois, leurs voisins immédiats. Donc c'est estimé dans le sens d'apprécier. Puis les voisins de ceux-là, et ainsi de suite selon la distance qui les en sépare. Les peuples situés le plus loin de chez eux sont à leurs yeux les moins estimables. Comme ils se jugent le peuple le plus estimable de tous à tout point de vue, le mérite des autres varie pour eux selon la règle en question, et les nations les plus éloignées leur paraissent les plus viles. Alors là, je n'ai pas vérifié, mais je me rappelle à travers un livre publié par Perfit qu'il y avait aussi cette notion chez les Chinois, où ils parlaient des gens cuits, des gens mi-cuits et puis des barbares. Autrement dit, il y a vraiment... Et nous étions quand même très éloignés du centre de la Chine, mais je n'ai pas approfondi la question. Alors, donc, l'autre texte, l'autre observation, est également péjorative, est illustrée par l'échec de la campagne du roi perse Cambyse contre les Éthiopiens, dont le territoire s'étend jusqu'aux confins de la terre. Car ces soldats, en se dirigeant vers la périphérie, s'ensauvagent dangereusement d'étape en étape et pratiquent finalement un cannibalisme de survie. Alors, Cambyse marcha contre les Éthiopiens avec le reste de ses troupes. Mais avant même que l'armée eût parcouru le 5e du chemin, tous les vivres qu'ils emportaient se trouvèrent épuisés. Et après les vivres, ce fut le tour des bêtes de somme, qu'ils mangèrent toutes jusqu'à la dernière. Si Cambyse avait alors ouvert les yeux, s'il avait renoncé à ses projets et fait reculer ses troupes, il aurait, après sa faute initiale, c'est-à-dire de marcher contre les Éthiopiens, il continua d'avancer, fait preuve de raison, pardon. Et après sa faute initiale, fait preuve de raison. Mais sans tenir compte de la situation, il continua d'avancer.
Tant que la terre porta quelque végétation, les soldats vécurent en mangeant de l'herbe. Mais lorsqu'ils arrivèrent au sable du désert, certains firent une chose horrible. Ils tirèrent au sort un homme sur 10 et le mangèrent. Instruit de ce forfait, Cambyse craignit de voir ses soldats s'entre-dévorer, c'est la lélophagie. Il abandonna ses projets contre l'Éthiopie. Alors, l'approche des cercles concentriques permet néanmoins de rendre davantage compte d'une expérience des gens de terrain. Et donc, d'une certaine manière, elle contribue à diminuer, pas exclure, mais diminuer le caractère réducteur de l'antinomie grecque barbare, et qui est d'ailleurs dénoncée à plusieurs reprises en Grèce. Elle permet de la sorte de distinguer parmi les barbares des peuples civilisés, c'est-à-dire donc à la fois très développés au point de vue matériel et au point de vue, disons, des activités de l'esprit, tels que les Égyptiens et les Perses, qui sont alors insérés dans des cercles voisins du centre. Et par contre, les peuples situés dans des cercles extérieurs, qui, tels les Scythes, sont le miroir inversé des Grecs. Alors je précise aussi que les choses ne sont pas claires au niveau du cercle extrême pour les Grecs, parce que comme c'est un endroit qu'ils connaissent mal, ils y mettent aussi de l'exotisme, et l'exotisme, il peut être positif, c'est le pays où on vit bien, facilement, où on n'a qu'à ramasser les choses pour se nourrir. Donc, si vous voulez, et qu'il y a des gens qui sont à la fois des barbares, qui sont très sages, qui vivent paisiblement, et c'est un autre portrait des Éthiopiens. Mais donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, que Platon affirme, et bien entendu, on ne peut que lui donner raison, que la division unique de l'humanité en une race hellénique et un agglomérat de toutes les autres races sous la nomination de barbares est évidemment fallacieuse, car ces dernières sont innombrables, ne se mènent pas entre elles et ne parlent pas la même langue. Et dans une perspective semblable, avec une expérience plus large encore, disons, des peuples qui habitent la Terre, le géographe alexandrin Ératosthène de Cyrène refuse l'antinomie bon grec, méchant barbare, car le vice peut exister chez les Grecs et les mœurs polies et civilisées chez les seconds. Qu'il soit radical ou nuancé, l'ethnocentrisme des Grecs a cohabité avec un universalisme tout aussi affirmé, qui est inspiré à l'origine par les peuples indigènes qu'ils ont rencontrés lorsqu'ils ont fondé leur comptoir colonie le pourtour de la Méditerranée. Et nous avons très nombreux témoignages qui évoquent l'ensemble des humains en leur attribuant des caractéristiques communes. Alors là, de nouveau, je suis obligé de faire un choix, et je rappellerai par exemple la mention fréquente du statut de mortel. Ils sont mortels par opposition à celui des dieux, et cette affirmation commence déjà chez Homère et Hésiode. De même, ils sont conscients de la fragilité d'un bonheur qu'ils ne sont jamais sûrs de conserver, comme le signalent régulièrement Pindare, les 3 tragiques athéniens et d'autres auteurs. Alors, pour ne citer qu'un seul exemple, et je reste avec Hérodote, qui est quand même un historien voyageur qui s'est intéressé au monde autre que le grec et qui a mérité pour cela le titre de ami des barbares, Philobarbaros. Vous avez Hérodote qui prête à Crésus, qui, après avoir été très heureux, est devenu malheureux. Il a failli être brûlé, comme le montre le vase où il est sur son bûcher. Finalement, Cyrus l'a sauvé et l'a gardé comme prisonnier, disons, dans son entourage bien traité. Et donc, Hérodote prête à Crésus, dans un dialogue avec Cyrus, une mise en garde contre une mauvaise tactique militaire en rappelant au souverain perse les limites inhérentes à la conduite humaine. Si tu reconnais, donc si tu acceptes que tu es un homme, toi aussi, et que tu commandes à des hommes, laisse-moi te dire d'abord ceci. Les vicissitudes humaines sont une roue qui, tournant sans cesse, ne permet pas toujours aux mêmes d'être heureux. Alors, une fois qu'on a les deux pôles, ethnocentrisme et universalisme, se pose la question, comment cela s'imbrique-t-il ? Et alors, c'est là, heureusement,
Et c'est toujours là qui est intéressant chez les Grecs, c'est qu'ils formalisent un peu des constats. Et la réponse ici est fournie de façon explicite. Moi, évidemment, ça me met en joie parce que cela me donne des preuves. La réponse est fournie, par exemple, par Thucydide dans les préliminaires intervenant dans son célèbre ouvrage intitulé « La guerre du Péloponnèse », donc c'était écrit à la fin du Ve siècle, et par Diodore de Sicile, qui est un auteur d'une bibliothèque historique composée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Thucydide affirme en effet que les Grecs du passé vivaient comme les barbares d'aujourd'hui. Et Diodore de Sicile dit que les Indiens d'aujourd'hui vivent comme les Grecs du passé. Par conséquent, ce n'est pas une différence de nature ou de race biologique, mais une différence d'évolution dans le temps qui a forgé la vie et l'univers mental des uns et des autres. Ce constat est validé par d'autres textes, comme par exemple ceux qui évoquent la représentation antinomique, je vous dis par rapport aux Grecs, des Scythes et des Égyptiens dans l'imaginaire hellénique. En effet, si on en croit Hérodote, les Scythes se proclament les plus jeunes de tous les peuples. Ils ont besoin de mûrir encore. Tandis que les Égyptiens suscitent l'admiration ou l'envie en raison de leur histoire multiséculaire à laquelle les Grecs éprouvent quelques difficultés à se mesurer. Par ailleurs, l'ancienneté revendiquée des Grecs leur permet de se considérer comme plus subtils que les barbares, et je ne résiste pas à vous présenter une anecdote, toujours rapportée par Hérodote, qui traite, ici, l'anecdote se rapporte au retour du tyran Pisistrate, qui avait été chassé d'Athènes et qui veut organiser donc son retour aux affaires athéniennes. Il s'appuie sur des intelligences sur place, mais dit-il aussi, Hérodote, sur l'appui d'Athéna. Et Athéna est représentée, mais enfin identifiée finalement par une femme grande et belle, assise aux côtés de Pisistrate dans un char. Ainsi est manifesté le soutien de la déesse à l'entreprise. Entre parenthèses, elle réussit l'entreprise. Alors, Hérodote de faire le commentaire que voici sur cette ruse qu'il juge particulièrement stupide. Alors il dit « Je m'étonne que, disons, les Grecs et les Athéniens en particulier se sont laissés prendre à cette ruse, puisque depuis assez longtemps déjà, le peuple grec s'était distingué des barbares par plus de finesse et moins de sotte crédulité. Et ceci encore, bien qu'elle fût dirigée contre les Athéniens, le peuple qu'on dit le plus intelligent, le plus sage, le plus habile de la Grèce. Donc vous voyez que le texte non seulement mentionne l'intelligence supérieure des Grecs face aux barbares, mais aussi des Athéniens face aux autres Grecs. Enfin, et je ne dois pas, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'éloignement dans le temps est complété par l'éloignement dans l'espace, qui permet lui aussi d'attribuer des différences culturelles à des différences climatiques et environnementales, les unes étant propices au développement des civilisations et les autres imposant aux humains des conditions de survie qui en ralentissaient l'élaboration. Il fallait donc des contacts fréquents entre guillemets, privilégiés et, entre guillemets, déshérités pour que ces derniers puissent progresser. D'où l'existence d'une forme de paternalisme, comme nous l'observerons dans un instant. Je fais une petite digression chez les Latins. Nous avons, je pense, encore tous appris que de tous les peuples de la Gaule, les peuples sont les plus braves, les plus courageux, mais on ne cite jamais la suite de la phrase, qui est parce qu'ils sont les plus éloignés de la Provence, qui, elle, est civilisée. Donc, vous voyez que l'éloignement ne permet pas, disons, cette transmission de compétences. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'étalon, donc le point de départ, les critères par rapport auxquels on peut mesurer l'évolution et son ampleur. Alors, en ce qui concerne les Grecs, je dirais aussi les Romains, l'étalon revendiqué, et j'insiste de manière explicite, est incontestablement la victoire de l'homme sur son animalité première, et donc on a abondance de comparaison avec les bêtes.
car cet étalon est en fait universel, car conformément à ce que nous apprend l'histoire et à ce que confirme l'ethnologie, placés dans des conditions naturelles données, tous les peuples ont été poussés à se distancer des animaux en inventant des éléments matériels, les outils, les objets, les techniques, et les usages du corps, et immatériels, le langage, les lois, les règles, les croyances, pour résoudre les problèmes liés à leur survie. Néanmoins, donc, si l'étalon est universel, l'évaluation de l'écart par rapport au mode animal, qui au fond explique la diversité des sociétés et éventuellement établit une hiérarchie entre elles, repose sur des critères, je serai indulgente, moyennement objectifs, car ils sont fixés par les différentes sociétés en fonction de leur propre culture. Alors, selon les Grecs, il en existe essentiellement trois. L'acquisition de techniques de plus en plus sophistiquées, le rejet de comportements bestiaux et l'excellence du régime politique. Au départ, j'avais pensé développer les trois, mais vu, disons, les limites, je me contenterai de parler un peu plus de l'acquisition des techniques et l'excellence du régime politique. Bon, l'observation des mœurs bestiales, qui est passionnante au demeurant, débouche sur un résultat qui peut être exprimé en quelques mots, donc ce que je vais faire. Donc ces mœurs bestiales que montent en épingle nombreux textes grecs sont l'anthropophagie, la consommation de viande crue, l'accouplement public et l'inceste, comportement qui caractérise de nombreux animaux, en particulier les mammifères, et qui pour les Grecs sont supposés se rencontrer surtout ailleurs, c'est-à-dire chez des populations barbares. Sinon, ces comportements sont rejetés dans leur passé lointain par les Grecs, soit en tant que membres de l'humanité primitive, donc nous étions sauvages, mais eux aussi, soit en vertu de leur histoire ancienne, rapportée dans leurs mythes, qu'il convient de décoder en dégageant un noyau ténu de fondements historiques au milieu de multiples couches de merveilleux, ou alors en privilégiant une approche symbolique. J'en viens au développement des techniques. Alors, le développement technique de l'humanité est un critère essentiel qui, pour les Grecs, prend véritablement son envol à la fin du VIe et surtout au Ve siècle avant Jésus-Christ. Il est évoqué par les riches et belles descriptions d'Échille et de Sophocle, dont Euripide résume le contenu. Platon s'inscrit dans la suite de ces louanges du progrès technique, mais en leur conférant une signification nouvelle. Tandis que l'historien Diodore de Sicile, que je vous ai mentionné, en traite d'un point de vue qui se veut strictement rationnel. Alors, les techniques ainsi évoquées couvrent un vaste champ d'activités. Pêche, chasse, agriculture, élevage, architecture, métallurgie, pharmacologie, divination. Elles sont présentées soit comme un don de Prométhée par Échille et Platon, ou d'un dieu abstrait par Euripide, soit comme l'effet de la nécessité d'assurer sa survie par Diodore. Je vous ai dit que Diodore donnait la préférence à un argument rationnel. Quant à Sophocle, il reste silencieux sur ce point. Je précise aussi que dans ces 5 textes, tout se joue dans une opposition radicale entre un autrefois très ancien et les siècles qui ont assuré le succès de l'Ellade dans l'orbe méditerranéen. Face à l'hellénisme triomphant, les humains des origines font piètre figure. Selon Échille, parce que pour moi Prométhée, je dis que Prométhée enchaîné d'Échille, je ne vais pas entrer dans cette discussion, ils sont semblables à des enfants bas âge. Ils voient sans voir, ils entendent sans écouter, ce qui est un signe évident de confusion mentale. En outre, ils vivent dans des antres comme des fourmis, c'est-à-dire comme des animaux. Euripide reprend à son compte plus brièvement l'analyse d'Échille en réaffirmant la vie confuse et bestiale de l'humanité primitive. Quant à Diodore de Sicile, non seulement il utilise à son tour le vocabulaire de la confusion et de la sauvagerie, mais souligne également leurs implications concrètes. Ces humains primitifs se nourrissent d'herbes et de fruits qui sont incapables de conserver longtemps et n'ont ni maison, ni vêtements, ni feu. Ni maison digne de ce nom. On admet quelques abris, mais c'est tout. On observe en outre que le développement des techniques est associé à celui d'une intelligence à la fois pratique
et apte à dégager des principes à partir de diverses observations et expériences. De nouveau, cette intelligence est donnée soit par Prométhée ou un dieu abstrait, soit par la nature. Je laisse la parole à Eschyle. D'abord, c'est un de mes auteurs favoris, donc c'est normal. Mais en plus, il s'est exprimé superbement sur ce point. Pour eux, les humains, il n'était point de signe sûr, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été fertile. Ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où moi, je leur appris le nombre, quintessence des constructions de l'esprit, ainsi que les combinaisons des lettres, mémoire de toutes choses, ouvrière mère des arts. Et donc, Eschyle rappelle opportunément que la science des levées et des couchers des astres rend possible l'organisation à bon escient des travaux agricoles et aide les humains à se situer dans l'espace et dans le temps. L'arithmétique familiarise leur esprit à l'abstraction, débouchant sur la possibilité de rechercher les causes des phénomènes et de dégager les principes. Quant à l'écriture, elle favorise la mémoire du passé, constitutive d'une tradition, collaborant de la sorte à l'action des muses qui chantent et président à toutes les formes de la pensée. Sophocle, Euripide et Diodore, mentionnant plus l'acquisition du langage articulé, capable de nommer les réalités matérielles et mentales et de communiquer à leur propos. Alors, on note enfin que l'ethnocentrisme grec intervient dans cette exaltation de l'importance universellement reconnue des 5 techniques. Ainsi, la place réservée à l'écriture revient intentionnellement ou non, à considérer comme non civilisés ou moins civilisés ceux des groupes barbares qui transmettent leurs expériences acquises au fil du temps en recourant uniquement aux traditions orales, ce que les Grecs d'ailleurs ont fait pendant très longtemps, ce qui rend moins sûr l'accès à leur passé plus lointain, ce dont c'est d'ailleurs, disons, lamenté Thucydide. De même, l'éloge de l'architecture de l'agriculture oppose d'une certaine manière la sédentarité dont se prévalent les Grecs au nomadisme de peuples barbares, notamment les peuplades scythes et libyennes, c'est-à-dire du nord de l'Afrique. Enfin, l'exaltation de la navigation et de ses buts commerciaux s'oppose à l'autarcie de certaines cités grecques, mais surtout des empires continentaux voisins, à donner principalement l'agriculture. J'en viens à présent à l'étude des régimes politiques auxquels sont soumis les différents groupes humains, car ils constituent un critère qui compte énormément aux yeux des Grecs et leur inspire études et discussions dont nombreux témoignages ont été conservés, beaucoup plus qu'en ce qui concerne la technique et les mœurs bestiales. Le plus ancien d'entre eux remonte à Hésiode, qui dans son poème « Les travaux et les jours », il a été composé à la fin du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, oppose à l'allélophagie des animaux, qui incarne de façon symbolique la violence absolue, les mœurs humaines qui font société parce que réglées par la justice. C'est le premier des 2 textes. Pour toi, Persès, c'est le frère d'Hésiode à qui est dédiée l'œuvre, mets-toi tes avis en l'esprit. Écoute donc la justice, oublie la violence à jamais. Telle est la loi que le Chronide, c'est-à-dire le fils de Chronos, c'est-à-dire Zeus, a prescrite aux humains. Et c'est ceci qui est essentiel. Que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés s'entre-dévorent, puisqu'il n'est point parmi eux de justice. Mais aux hommes, Zeus a fait don de la justice, qui est de beaucoup le premier bien. Et Hésiode rappelle alors le bon fonctionnement des tribunaux, le respect des dieux et des serments, l'obéissance aux lois régissant les rapports intrafamiliaux et à l'intérieur des cités. Cette représentation d'une société dirigée par la justice, à l'opposé du comportement des animaux, est récurrente. Et j'en ai pour preuve, j'en ai cité un extrait de la politique d'Aristote, mais qui remplace Zeus par la nature. La nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association politique. Le premier qui l'institua rendit un immense service. Car si l'homme, parvenu à toute sa perfection, est le premier des animaux, la tradition n'est pas parfaite, plutôt des êtres vivants, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice. Il n'est rien de plus monstrueux en effet que l'injustice armée.
Alors, Hésiode déjà commence à connaître l'apparition des cités-États qui deviennent de plus en nombreuses et qui connaissent des régimes politiques différents. Et ces cités-États, tantôt s'associent, tantôt rivalisent entre elles et règlent régulièrement leurs contentieux territoriaux par les armes. Mais ces cités sont en même temps conscientes de leur appartenance à une culture commune. Donc elles sont conscientes qu'elles ont une même langue malgré des différences de dialectes, même production agricole, mêmes expressions artistiques et même religion et rites. Ce sentiment d'appartenance se renforce grâce aux guerres médiques, c'est-à-dire les guerres qui ont opposé les Grecs aux Perses, enfin des Grecs, parce que tous ne sont pas opposés, en 490, puis dans les années 480-478. Et ce conflit leur fait mesurer la différence entre leur régime politique au pluriel et l'exercice du pouvoir par les rois perses. Les régimes politiques des Grecs sont fondés sur un ensemble de lois acceptées que tous les gouvernements sont tenus de respecter, qu'ils soient monarchiques, oligarchiques ou démocratiques. Le régime des Perses est au contraire fondé sur le caractère arbitraire des décisions par des souverains achéménides qui sont en fait des autocrates et sur la soumission des différents peuples à l'égard de celle-ci. Alors, les penseurs grecs se sont attachés dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple Hérodote, à définir les caractéristiques des différents régimes politiques et d'en déterminer les avantages et les inconvénients respectifs. Mais comme Athènes a joué un rôle essentiel dans la résistance aux invasions perses, elle en profite pour vanter l'excellence de son régime démocratique par rapport aux autres, et bien entendu à l'opposite du statut d'esclave attribué aux Perses, et elle en profite aussi pour revendiquer la noble fonction d'école de la Grèce pour elle, dans un célèbre discours de Thucydide, mais c'est du mot pas le seul. Parmi les nombreux textes produits par des auteurs athéniens, j'en emprunterai deux, l'un à Échille et l'autre à Euripide, parce qu'ils vont synthétiser d'une certaine manière l'influence du contexte sur l'image ici qu'Athènes donne d'elle-même. Le premier texte est emprunté, je vais le prendre ici, le premier texte figure dans la tragédie Les Perses d'Échille, jouée en 472, soit 6 ans après la réédition de Sestos, qui a été obtenue uniquement par l'Athènes et ses cités alliées, et qui marque la fin de la Seconde Guerre médique, et de la dernière d'ailleurs. Et cette pièce se joue en Perse, enfin sur la scène. Il dresse ainsi un portrait contrasté donc, de la Grèce et de la Perse dans un rêve prémonitoire de la reine Atossa, veuve de Darius et mère de Xerxès, qui anticipe pour le public la défaite désastreuse de Salamine en 480, une bataille navale gagnée par les Grecs, Athènes étant la puissance navale par excellence qui mène le combat. Ce songe est centré sur deux femmes, l'une perse, l'autre grecque, que Xerxès entreprend d'atteler à son char. La femme perse se soumet volontiers et tire même vanité de sa situation. La grecque rue dans les brancards et échappe à son cocher. À travers ce rêve, Échille reflète donc le panhellénisme qui regroupe les cités en raison de leur culture commune, quel que soit leur régime politique. Quelques vers plus loin, et c'est ce que vous avez sous les yeux, un dialogue entre la reine Atossa et le chœur de vieillards perses fait cette fois l'éloge de la démocratie athénienne qui non seulement refuse les diktats d'un autocrate, mais établit l'égalité entre tous les citoyens. Alors, et mon fils, dit Atossa, désirait conquérir cette ville. Toute la Grèce eut alors obéi au roi. Autrement dit, si Athènes tombe, tout le monde tombait. Ont-ils une armée si bien fournie en hommes? Dit plus, une armée qui a fait beaucoup de mal aux maîtres, sous-entendu dans la première guerre médique. Et avec cela, ont-ils dans leur maison richesse suffisante? Une source d'argent, un trésor que leur garde la terre. Ils ont en effet découvert les mines de l'Orient, les mines d'argent qu'ils exploitent. Voit-on dans leurs mains la flèche qui tend l'arc, qui est, disons, l'arme par excellence des Perses et de leurs alliés? Non, des épées pour le corps à corps, des boucliers qui arment leurs bras. Autrement dit, les soldats sont unis, très proches.
et quel chef sert de tête et de maître à l'armée, ils ne sont ni esclaves ni sujets de personne. Alors, donc là, nous sommes en 472. Je prends maintenant l'exemple suivant, donc l'empreinte à l'Iphigénie à Aulis, qui est la tragédie qu'Euripide compose à la fin de sa vie et qui est jouée 1 an après sa mort, c'est-à-dire en 405. Il y met en scène une héroïne qui accepte d'être immolée pour que la liberté des Grecs triomphe de la servitude conjointe à l'autocratie perse, symbolisée par Troie. Alors voilà le texte superbe d'Iphigénie qui a commencé par refuser d'être sacrifiée et puis qui, à ce stade, accepte et même se glorifie de son futur sacrifice. Vers moi, en ce moment, la Grèce tout entière, la puissante Grèce regarde. De moi dépend qu'à l'avenir les épouses soient protégées. Les entreprises des barbares ne les raviront plus à notre heureux pays quand ils auront payé le malheur d'Hélène que Paris a enlevé. Je donne mon corps à la Grèce. Immolez-le et prenez Troie. Ainsi de moi l'on gardera mémoire longtemps. Cela me tiendra lieu d'enfant, d'époux et de renom. C'est aux barbares à obéir aux Grecs, ma mère, et non l'inverse, car eux sont des esclaves et nous sommes des hommes libres. La perspective est différente parce que, pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est uniquement le panhellénisme qui est mis en exergue. Et cela tient au contexte. Car la tragédie d'Euripide a été composée à la fin de la guerre du Péloponnèse, guerre qui a sévi de 431 à 404 avant Jésus-Christ, avec des trêves, mais qui n'ont pas été très durables. Et cette guerre a opposé Athènes et Sparte avec leurs alliés respectifs, et elle se termine par la défaite d'Athènes et par l'écroulement de son hégémonie. Mais malheureusement, cette guerre qui a été longue est finalement une guerre entre Grecs, et cette guerre se signale, ce qui arrive souvent quand les guerres sont longues, par une multiplication des atrocités, de destruction totale de cités, des massacres de civils perpétrés par les deux camps, des luttes de classes sanglantes au sein des cités, etc. Tout malheur et tout crime, disons, qui au début d'ailleurs a été dénoncé et depuis auxquels on s'accoutumait, mais ces crimes, Euripide les avait dénoncés déjà dans d'autres tragédies. Et puis, finalement, force est de constater que si Sparte gagne contre Athènes, en définitive, tout le monde est vaincu, car les cités grecques en sortent exsangues et ne cessent de se disputer des prééminences à coups de coalition guerrière dans des combats qui ne font qu'accentuer davantage leur fragilité. Et dans cette époque troublée d'après la guerre du Péloponnèse, on trouve néanmoins des penseurs athéniens, en particulier Platon et Aristote, qui discutent du meilleur régime possible. Je n'en parle guère parce que l'altérité intervient dedans, mais pas de façon fondamentale. Par contre, on voit l'orateur en chambre Isocrate rêver d'un nouveau panhellénisme, durable cette fois, sous l'égide d'une Athènes revenue à ses valeurs ancestrales, pour contrer les visées hégémoniques des souverains achéménides. Malheureusement, cette référence à l'empire perse est devenue convenue et n'est pas vraiment la crainte principale des Grecs en ces moments. Et au fond, d'ailleurs, Isocrate oublie curieusement, ou bien il feint d'oublier, que les souverains achéménides interviennent dans la politique des cités, associées ou non, qui se voient offrir, quand elles ne le sollicitent pas, l'arbitrage et le mécénat du grand roi. Et en plus, la Perse sert régulièrement de refuge aux citoyens frappés par, disons, qui doivent quitter le territoire. Et, autrement dit, les Perses jouent dans la politique, ou la politicaille des cités grecques à ce moment-là, donc un rôle essentiel. Et d'ailleurs, Isocrate, échouant à convaincre les Grecs de s'unir dans une confédération égalitaire, va se rallier finalement à l'option macédonienne et être favorable à Philippe de Macédoine. Alors, pour faire très court, l'intégration de la Grèce dans l'orbe macédonien puis dans l'orbe romain modifie le sort des régimes politiques des cités. Celles-ci se maintiennent comme éléments structurant la société, mais elles perdent de leur importance au profit des grands centres de décision de pouvoir politique et de l'activité économique, tels qu'Alexandrie, Pergame et Antioche.
Par ailleurs, l'horizon des lettrés s'élargit. Si certaines caractéristiques dépréciatives continuent à circuler sur les barbares, elles reposent moins sur des expériences de terrain que sur des choix littéraires et sur des stéréotypes transmis par des sources antérieures qu'on accepte sans les critiquer. En revanche, on observe un intérêt croissant pour le monde barbare, davantage connu par les Grecs, qui voyagent dans les royaumes des successeurs d'Alexandre puis dans l'Empire romain, et aussi par ceux qui lisent des ouvrages rédigés en grec par des auteurs issus des mondes égyptiens, mésopotamiens et juifs sur leur propre pays. Ils iront même jusqu'à évoquer des sagesses barbares. Faut-il dès lors conclure que l'ethnocentrisme grec justifie le rejet des études classiques? Avant d'y répondre, quelques observations sont nécessaires. L'ethnocentrisme de la Grèce antique n'est pas semblable à l'ethnocentrisme occidental dénoncé par ceux qui, à tort ou à raison, estiment en être victimes. Ainsi, il n'a jamais été fondé sur la couleur de la peau, laquelle est observée sans que lui soient associés des prismes réducteurs, la plupart des habitants du pourtour de la Méditerranée étant basanés, certains de carnation plus noire, d'autres de carnation plus claire. En revanche, le facteur culturel a manifestement entraîné chez les Grecs un sentiment de supériorité à l'égard des populations avec lesquelles ils étaient en contact, et a fortiori avec les populations lointaines que la majorité d'entre eux n'avaient jamais rencontrées sur le terrain. Qu'il s'agisse des progrès techniques et de la gestion politique des sociétés, leur évaluation, on l'a vu, a conclu la plupart du temps à la prééminence de la civilisation hellénique, affirmée discrètement ou proclamée. Ces mêmes Grecs ont développé parallèlement des contrefeux à leur ethnocentrisme. Rappelons d'abord leur universalisme qui les a fait parler de l'ensemble des humains auxquels ils appartiennent, partageant une communauté de destin et une condition tragique qui marque du sceau de la fragilité toutes leurs entreprises et leur fait entrevoir un bonheur sans en garantir la constance. C'est pourquoi, comme le dit joliment Pindare, ils sont le rêve du nombre. Rappelons ensuite que leurs valeurs ont été critiquées de l'intérieur, le progrès offert par Prométhée étant opposé par certains au rêve de l'âge d'or, où prévalait la sobriété de la vie naturelle. Le mode de vie grec a pu dès lors être déprécié par comparaison avec celui de populations barbares. Rappelons enfin que l'ethnocentrisme des Grecs a varié au fil du temps. Une meilleure connaissance des populations autres a nuancé le regard porté sur elles, l'expédition d'Alexandre et l'expansion de l'Empire romain élargissant les horizons. Donc, par conséquent, lorsqu'on juge en fonction de critères moraux la civilisation grecque, il convient de ne pas oublier que celle-ci était complexe et que la confrontation d'idées y occupait une place importante. Peut-on dès lors attribuer à son étude un pouvoir toxique, à savoir, pour reprendre la définition de la cancel culture, la perpétuation d'une influence délétère qui aurait encouragé dans le passé et encouragerait encore aujourd'hui la volonté de suprématie de l'Occident au détriment de ses victimes, les anciens colonisés et les diverses minorités qui vivent à son contact. Alors, ma réponse est négative, moyennant le respect de certains prévalables, et bien entendu, elle s'inscrit uniquement ici dans le cadre de l'ethnocentrisme grec. Et ma réponse repose sur 3 constats. Le premier découle de ce qui a été développé. La société grecque étant une société de débat, et de ce fait complexe, la représentation de sa supériorité et ses grilles de lecture de l'autre, de l'altérité, sont loin d'être codifiées et figées. Aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel descriptions et jugements d'autrefois ont été effectués. Le deuxième constat porte sur le sort réservé aux critères que j'ai envisagés et qui ont permis aux Grecs de fonder leur supériorité vis-à-vis des barbares proches et lointains. Le critère des progrès techniques demeure certes essentiel aux yeux des Occidentaux, mais évidemment son application chez les anciens est devenue depuis belle lurette obsolète. Le critère des mœurs joue dans l'absolu, mais son application aux mœurs valorisées par les Grecs n'a pas exercé d'influence sur la civilisation occidentale, soit parce que leur évaluation s'impose d'elle-même du fait qu'elle était universelle, soit parce que l'évaluation des anciens a été remplacée dans ce domaine par celle du christianisme. Disons par exemple, prenons le cas du divorce, de l'avortement et du suicide, qui ont été acceptés dans le monde gréco-romain, voire admirés dans le cas du suicide et condamnés sous l'influence de l'Église.
En revanche, le critère de l'organisation politique des Grecs et des Romains a souvent été repris en Occident, mais surtout au niveau des principes. Alors, le troisième constat concerne la transmission de l'héritage antique, parce que pour qu'il influence, il faut qu'il soit connu. Or, les détracteurs des études classiques se trompent en leur accordant une influence dominante et continue sur les modes de pensée et les comportements occidentaux. Souvenons-nous d'abord que les textes rédigés en grec ont été longtemps inaccessibles, sauf rares exceptions, aux lettrés de la chrétienté latine. Pour le dire brièvement, il faut attendre la publication de traductions dans les langues vernaculaires ou vulgaires, comme disent certains, c'est-à-dire les langues pratiquées, pour atteindre un public plus large, phénomène qui s'observe surtout à partir du XVIIe siècle. Cette diffusion plus large ne crée cependant pas l'unanimité dans l'approche du monde gréco-romain. Les œuvres conservées des auteurs grecs sont revendiquées comme un héritage, mais il y en a également d'autres. Et si elles sont respectées pour leur ancienneté, elles ne constituent pas pour autant des autorités acceptées par tous. Au contraire, elles sont l'objet de joutes qui se reproduisent au fil du temps, telles que par exemple les diverses querelles entre anciens et modernes dans le domaine de la littérature. En ce qui concerne le champ du politique, qui aurait dû logiquement survivre davantage leur influence toxique, les différentes constitutions des cités grecques, non seulement n'ont véritablement intéressé le grand public cultivé qu'à partir du XVIIe siècle, mais une fois analysées, elles se sont elles aussi prêtées à des interprétations contradictoires en fonction des idéologies et des enjeux de l'époque. J'aurais aimé le faire plus en détail, je contenterai simplement de dire qu'au temps de la Révolution française, dont les discours parlementaires et les journaux se réfèrent souvent à l'Antiquité gréco-romaine, on oppose volontiers, et quelquefois de façon, disons, agressive, une Athènes bourgeoise et lettrée de type libéral, vantée par certains, à une Sparte vertueuse et militaire, prônée par d'autres, par exemple par Robespierre. Et par ailleurs, ces éloges de nouveau opposés de régime grec cohabitent avec une analyse lucide de l'organisation sociale dans ces cités, dont l'exemplarité est sujette à caution, étant donné leur esclavagisme. Si j'avais eu le temps, j'aurais cité un texte de Volney très éclairant à ce sujet. Ces réactions en sens divers mettent en évidence deux aspects de notre relation avec la civilisation grecque et aussi romaine. Celle-ci constitue incontestablement un héritage prestigieux dont profite la civilisation judéo-chrétienne, mais aussi d'autres civilisations qui ont été à son contact hier, je pense au monde arabe, et aujourd'hui. À l'heure actuelle, les Japonais s'intéressent beaucoup aux mythes grecs. À ce titre, elle sert d'étalon aux comparaisons qui mettent en perspective de nombreux acquis. Donc, comme je l'ai déjà dit, elle a fourni au cours d'essais des modèles en littérature et en art, mais ces modèles, les écrivains et les artistes les ont imités avant de rivaliser avec eux et puis de prendre leur distance par rapport à eux. Et d'autre part, dans le domaine de la pensée ou de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines, elle a fourni aux Occidentaux des concepts qui leur ont permis de réfléchir sur leur propre démarche et de la faire évoluer. Et c'est la philologue classique en moi qui parle, une telle utilisation, si valorisante soit-elle au fil des siècles, n'en a pas moins appauvri ces réflexions émises par les anciens, parce que ces réflexions ont été transformées en fournisseurs, le terme technique on dit d'exemples, c'est-à-dire d'exemples, c'est-à-dire de modèles du comportement civil ou moral, invitant les auditeurs ou lecteurs à se montrer dignes de leurs ancêtres, vrais ou supposés. Parce que la brièveté de ce type d'évocation est incompatible avec une contextualisation et une compréhension nuancée des principes forgés par les anciens. Ce sont donc moins, et si j'arrive à la fin de ma conclusion, ce sont donc moins les convictions des auteurs anciens qui mériteraient d'être condamnés que les usages qui en ont été faits en fonction des attentes d'une époque ultérieure. Cette primauté de l'usage rhétorique sur l'analyse de l'histoire, donc quand on faisait les comparaisons, s'est vérifiée entre autres dans les débats entre abolitionnistes et anti-abolitionnistes des États-Unis. Revenant à notre actualité de 2023, je voudrais rappeler que l'éjection des études classiques réclamées par des minorités repose essentiellement sur le recours à des exemples ou des exemples par des courants qui leur étaient hostiles, alors que dans un passé pas si lointain, d'autres usages faits par d'autres courants leur étaient favorables. Quant à l'ethnocentrisme grec, certes réel,
J'espère avoir montré que celui-ci était nuancé, voire corrigé en fonction des personnalités et de l'époque. J'ajouterai que les antiquisants de diverses disciplines ont à cœur aujourd'hui, comme hier, de tenir compte dans leurs enseignements et dans leurs recherches des attentes de leurs étudiants et jeunes chercheurs. Je n'en veux pour preuve que les nouvelles études sur les minorités du passé, que l'éclat des grands courants de pensée avaient occulté, et les interprétations inventives et parfois audacieuses des mythes gréco-romains qui prolifèrent ici et ailleurs. C'est pourquoi, et c'est le mot de la fin que je laisserai d'ailleurs à Amin Maalouf, c'est pourquoi il convient, je pense, et en tout cas c'est ma propre conviction, si vous voulez, face à l'ère du temps, en attendant que les rancœurs accumulées des minorités finissent par s'épuiser faute d'être alimentées, de conserver les braises pour que le feu puisse ressurgir au moment de l'apaisement. Il convient de même et surtout, et c'est là qu'intervient Amin Maalouf, il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa propre culture, que chacun, là encore, puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé. Je vous remercie pour votre attention.